Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 21 mars 2023, chers amis. Bienvenue dans le printemps. Bienvenue, bah oui, c'est le printemps, nous sommes le 21 mars. Bienvenue donc dans une nouvelle saison, mais aurons-nous aussi une nouvelle saison pour l'écosystème? Alors, on va revenir ensemble sur ce que j'ai envie de vous proposer. C'est ce n'est pas l'euphorie, parce qu'il n'y a pas de raison d'être euphorique. Surtout après la hausse de la volatilité depuis maintenant une dizaine de séances et les faillites bancaires américaines, l'affaire Crédit Suisse en Europe et les réactions radicales du marché, des banques centrales, d'un consortium de banques, des analystes financiers, des économistes. Bref, au final, je vous propose un bilan technique et fondamental, mais objectif. Et restons objectifs. Parce que forcément, l'écosystème ne se réduit pas au Bitcoin. D'ailleurs, l'analyse même, à proprement parler, du cours du Bitcoin, il y a l'action des prix, il y a aussi les données de volume, de participation. Bon, voilà, c'est la base de l'analyse technique. Prix-volume. Moi, je trouve que les comptes n'y sont pas du côté du volume. Franchement, il n'y a pas. Alors, il y a du volume d'échange, mais la participation, je la trouve faible. Que ce soit du côté des contrats à terme, options futures ou encore du côté des fonds ETF, il n'y a pas non plus un afflux de liquidités, de capitaux vers le marché crypto. D'ailleurs, les alts ne suivent pas pour le moment. Je dirais même que fond BTC est un peu seul au monde. D'ailleurs, sa dominance est remontée tout en haut. Donc, voilà, il faut donc rester prudent. Il y a eu un dépassement de résistance des 25 000 $, très bien. Très rapidement, le marché a atteint la cible qui était immédiate après le dépassement de la résistance, à savoir les 28 700 $, qui sont... Alors, c'était un gap baissier sur le contrat futur, celui du lundi 13 juin, et c'était aussi la ligne de coup de l'énorme double top hebdomadaire à 70 000 $. Donc là, ça fait pour l'instant un mouvement de retour. Donc nous voilà maintenant avec un support à 25 300 et une résistance à 28 700. Et de là, le marché pourrait, je pense, y rester un certain temps, sachant que cette semaine, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez vu, ça fait longtemps que je n'ai pas dit qu'une semaine était décisive, mais au fond, je n'ai pas besoin de le dire puisque le marché s'en est chargé pour moi. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est un bilan fondamental. On va regarder les choses objectivement pour le cadre global macro qui encadre le marché crypto, et puis le cadre qui encadre. Bon. Et puis, on va regarder les choses techniques. Moi, j'ai ici mon petit plan, et je trouve que là où, si on laisse le Bitcoin de côté, imaginez, on retire le BTC, et on regarde tous les autres, mais même les autres majeurs, ETH, BNB et de manière générale les alts, on a l'impression qu'il n'y a que le BTC qui a attiré des capitaux. Et peut-être aussi pour des raisons qui sont propres à l'écosystème. Nous savons très bien qu'il y a eu des déplacements de capitaux de certains stablecoins vers le BTC, peut-être même des alts vers le BTC. Donc, je vous pose la question, s'agit-il, bien sûr, que le cours du Bitcoin a été un des gagnants des faillites bancaires US, de cette crise de liquidité bancaire causée par les banques centrales. C'était un peu la moindre des choses qu'elles viennent soigner un mot qu'elles ont causé. C'est-à-dire que, attention, ni la Fed ni la BCE n'ont changé d'objectif. Il s'agit toujours de détruire l'inflation. D'ailleurs, la Réserve fédérale des États-Unis, dont le taux directeur est à 4,75, devrait augmenter son taux à 5 mercredi, ce mercredi 22 mars. La semaine dernière, la BCE a monté son taux directeur de 3 à 3,5. Elle devrait continuer de monter ce taux. Par contre, effectivement, les perspectives de politique monétaire ont été radicalement inversées et désormais, vers l'été, la Fed devrait commencer à baisser ses taux. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le plan de sauvetage de la Réserve fédérale des États-Unis, il a été basé sur l'utilisation du bilan de la Fed et non pas sur le cycle des taux d'intérêt. C'est donc très différent. C'était la moindre des choses. Vous savez, toutes ces banques qui se sont retrouvées en difficulté de liquidité, c'est parce qu'elles étaient massivement investies sur des obligations dont le prix a chuté. 2022 était une année horribilis pour le marché obligataire. À cause de quoi? De la hausse verticale des taux d'intérêt des banques centrales. Donc bon, c'est un peu normal
qu'elles viennent mettre un pansement sur le bobo qu'elles ont créé. Maintenant, ça a créé des arbitrages aussi au sein de l'écosystème. Après, on ne va pas non plus bouder le plaisir technique d'avoir vu des dépassements de résistance, mais je pense qu'il faut regarder quand même les choses dans son ensemble et surtout ne pas tomber dans l'euphorie. Et nous voilà face donc à mes petits écrans. Alors, c'est parti. Les 4 conséquences. Les 4 conséquences fondamentales. Alors, je vous les donne dans l'ordre brièvement. Conséquence fondamentale numéro 1. Inflexion radicale. Inflexion radicale. C'est-à-dire que radical, c'est encore plus fort que décisif. Radical. Des anticipations de politique monétaire de la Fed. Écoutez, avant ce choc bancaire, avant Silvergate, Crédit Suisse, First Republic Bank et compagnie, avant tout ça, la Fed, les anticipations étaient qu'elle monte son taux jusqu'à 5,75 et qu'elle ne pivote pas. Vous savez ce que c'est le pivot? Le pivot, c'est on arrête de monter, on pivote, voilà, on fait marche arrière. Voilà, c'est ça le pivot pour les banques centrales. Ça, c'était le monde d'avant les faillites bancaires. Ah, c'est marrant parce que depuis novembre dernier, on n'arrêtait pas de parler de choc propre à l'écosystème. L'affaire FTX, Terra Luna, le stablecoin de Binance. Bon, pour une fois que ça vient de la finance traditionnelle et que les médias sont focus là-dessus, c'est bien. D'ailleurs, on peut noter que le rebond du cours du Bitcoin a été très peu traité par les médias financiers traditionnels. Ah oui, mais ils n'aiment pas. Ça fait pas de beurre. Vous savez, un article de la finance traditionnelle fera beaucoup plus de vues si le titre Crash Bitcoin que Pump Bitcoin. D'ailleurs, Pump, le grand public ne comprendrait pas. Donc voilà, bon. Alors, donc voilà, alors, avant tout ça, le taux de... Bon, voilà, les perspectives monétaires étaient restrictives. Changement radical. Je vous montre ça, les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Fed. Alors, attention, le taux ne va pas commencer, les taux directeurs ne vont pas commencer à baisser, les taux du marché ont déjà commencé à chuter. Mais la Fed devrait monter son taux mercredi à 5, rester flat quelques semaines et commencer, regardez, donc, à bien baisser ses taux dès le milieu de l'année. Conséquence seconde, numéro 2, tout, zwei. Alors, dois en portugais aussi. Donc, les anticipations de probabilité de récession ont à nouveau fortement augmenté. Alors là, le débat sur la probabilité de récession, c'est gigantesque, c'est un énorme dossier, il y a plein d'indicateurs, je ne vais pas traiter ça ici, mais je vous montre un qui est très respecté, le modèle du Conference Board, avec son fameux Leading Indicator en jaune et en bleu, le PIB. GDP, GDP pour PIB. Et le Leading Indicator du Conference Board a toujours anticipé les phases de récession qui sont ici en grisé. Vous voyez, les phases de récession, elles sont en grisé. Et à chaque fois, il s'est retourné avant le PIB. Bon, en gros, la probabilité d'une récession suite à cette faillite bancaire a fortement augmenté. Me direz-vous pourquoi? Et vous croyez quoi? Les banques, là, bien sûr, maintenant, il y a un plan de sauvetage, très bien, mais c'est pas le problème. On a compris que la remontée verticale des taux d'intérêt avait mis en difficulté de liquidité les banques qui avaient massivement acheté sur le marché obligataire, qui a chuté. Vous croyez que maintenant, ça va être l'open bar en termes de prêts au secteur privé? Même si les banques commerciales reçoivent des liquidités des banques centrales, même si les banques commerciales plus petites reçoivent des liquidités des banques commerciales plus grandes, vous croyez qu'elles vont se mettre à prêter à l'économie réelle? Non, le crédit à l'économie réelle va être encore plus restreint. Ça fait partie des éléments qui augmentent la probabilité d'une croissance économique nulle. Ça, c'est donc la conséquence numéro 2. Conséquence fondamentale numéro 3. Rassurez-vous, le lien avec le Bitcoin et les cryptos arrive. Conséquence numéro 3, la poursuite des anticipations de désinflation. Nouveau plus bas du cours du pétrole. C'est quand même pas anodin, mais le prix du pétrole s'effondre depuis 6 mois. Passé de 115 $ le baril à maintenant, il est tombé en début de semaine à moins de 65 $ le baril. D'ailleurs, il revient sur un niveau important qui était le niveau horizontal avant le choc boursier de la crise sanitaire. Bon, voilà. Si vous voulez, lorsqu'on va calculer un taux d'inflation en avril ou en mai et qu'on va comparer avec le prix d'avril ou mai 2022, vous voyez que la contribution de l'énergie va être largement négative. Et quatrième conséquence fondamentale, la chute en bourse sur le marché action classique. Et oui, pour une fois, c'est pas le Bitcoin qui coule, la chute des valeurs bancaires traditionnelles, que ce soit aux États-Unis avec l'indice ici S&P 500
valeurs bancaires et de l'assurance, et l'indice Stocks Europe 600, valeurs bancaires de l'assurance. Et vous voyez donc, il y a eu un... Alors d'ailleurs, on revient sur support, hein. Moi je ne serais pas étonné que ça stabilise sur le niveau actuel, mais il y a eu un rejet. Très bien. Quels sont les actifs les plus performants depuis le choc bancaire? Voilà, ça c'est ma petite invention du jour. J'appellerais ça le choc bancaire. Alors, des petites banques, Crédit Suisse, pardonnez-moi. Bon, ok, Crédit Suisse, ça fait très longtemps que le groupe est en difficulté. Racheté par UBS, avec l'aide du gouvernement suisse, avec l'aide de la Banque nationale suisse, des gros chèques ont été faits en dizaines de milliards. Mais bon, en Europe, le problème, le Crédit Suisse est très localisé et très ancien. En fait, ce sont vraiment des faillites bancaires aux États-Unis. Et donc, les gagnants, je veux dire, factuellement, moi je vous montre ici les choses, factuellement. Vous avez le classement des actifs les plus performants depuis le 9 mars. Effectivement, donc on retrouve Bitcoin tout en haut, l'or et l'argent en toute logique, et d'ailleurs, et le marché obligataire, représenté ici par l'Eurobund allemand. Le contrat de dette fédérale allemande à 10 ans, 4,57% de hausse. Les indices, alors, ont pris leur petite, ça commence par un B, mais je ne le dirai pas, mais ça remonte, hein, il s'accroche à des supports, j'y viens après, et le pétrole, moins 12. Donc ça va dans le sens de la probabilité d'une récession. Alors, vous savez, mais ça, au fond, est-ce qu'il y a vraiment une surprise à tout ça? En fait, le Bitcoin n'est pas directement gagnant du choc bancaire, dans le sens où des personnes qui auraient pu avoir des dépôts dans ces petites banques ont tout retiré pour tout mettre sur le BTC. C'est pas ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point commun entre Bitcoin, or, argent et marché obligataire, c'est le cycle des taux d'intérêt. Le cycle des taux d'intérêt, la corrélation inversée avec le cycle des taux d'intérêt nominaux, et ils ont chuté de manière verticale. Maintenant, ils se stabilisent, proposant ce pump obligataire, métaux précieux et cours du Bitcoin. Maintenant, on va voir les conséquences techniques. Mais effectivement, factuellement, ce sont donc des gagnants. Alors, les indices boursiers ont pris leur petite raclée. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Non, ça commençait pas par un B. Je voulais dire qu'ils ont pris leur raclée. Non, mais je ne me permettrai pas d'être impoli, mes amis. J'ai pas envie de heurter vos oreilles sensibles et puis heurter les miennes aussi. Alors, le dieu de la bourse, peut-être, je ne sais pas qui c'est, Jupiter, que sais-je encore, a permis au S&P 500 de défendre son support. Finalement, il s'accroche toujours à cette pattern. Si vous prenez des indices boursiers fortement pondérés en banque, les indices européens, regardez le DAX, il a envie de tenir ce support, et même ce bon vieux CAC 40 a envie de tenir un support, et encore mieux, l'Eurostoxx 50 veut tenir ce support. Donc, la finance, le marché action classique tente de limiter la casse. Maintenant, les conséquences au sein de l'écosystème. Je pense que là, vous avez une explication du fait qu'il ne faut pas aller dans l'euphorie, qu'il n'y a pas eu un arbitrage global de la finance, de la haute finance, se disant que c'est le moment d'aller vers la crypto. Pourquoi? Je ne veux pas minimiser le comportement du cours du Bitcoin depuis 10 séances, et même depuis le début de l'année. Loin de moi de le minimiser. Je veux simplement le regarder de manière objective. Vous prenez la dominance du cours du Bitcoin. D'ailleurs, elle a parfaitement bien tenu son range. Elle est revenue tout en haut. Celle d'Ethereum est parfaitement plate. Les alts n'ont quasiment pas bougé. C'est vrai que les alts ne suivent pas. En fait, je dirais que ce qu'il manque en termes de consistance structurelle, ça fait bien ça, consistance structurelle, je vais me le noter. Ce qu'il manque en termes d'infrastructure, pour qu'on ait des jambes un peu en béton armé pour pouvoir construire un bâtiment, quoi. Il manque une chose. Les troupes doivent suivre le général Bitcoin. Les troupes ne le suivent pas encore. C'est, je pense, dans l'écosystème, ce qu'il manque encore, ça va peut-être venir, pour vraiment... Vous voyez, c'est un peu c'est beaucoup plus que la cerise sur le gâteau. C'est une part importante qu'il manque dans l'argumentaire bullish.
Donc, et la deuxième part importante, ce sont les données de participation volume que je trouve encore décevantes. La part rassurante, c'est l'analyse technique à proprement parler du Bitcoin. Ça, c'est clair, il n'y a pas de photo. Mais il y a quand même des éléments manquants. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a eu des arbitrages. Alors on connaît le rôle de Binance dans cette affaire, des arbitrages des stablecoins vers le BTC, peut-être de certaines ailes vers le BTC. Notez la dominance le TH a quasiment rien fait, d'ailleurs sa dominance est flat. Alors maintenant c'est intéressant parce que la dominance du Bitcoin arrive ici. Il y a deux options. Soit vraiment le BTC reste archi puissant. Si le BTC sort par le haut de ça, c'est vraiment qu'il y aura d'abord un retour sur le BTC. Alors, l'autre cas de figure possible, c'est de continuer à osciller dans le range. Si jamais on observe un rejet sous cette résistance, cela veut dire qu'on entrerait dans la saison des alts. Et peut-être qu'au fond, c'est ça qu'on devrait souhaiter pour avoir une vraie structure bullish. Je ne sais pas ce que fera la dominance du BTC au contact maintenant de cette résistance, mais clairement, c'est quelque chose qu'il faut suivre avec attention. Alors, la conséquence immédiate de ces faillites bancaires, c'est le recours à nouveau au bilan des banques centrales. J'insiste, pas le cycle des taux d'intérêt. Oui, le cycle des taux d'intérêt n'est plus attendu en forte hausse, mais il va au moins rester flat tout en haut un certain temps. Par contre, vous avez là la liquidité générale au sein du système financier américain. Regardez l'impact hyper bullish du recours au bilan de la Fed. Et donc voilà, c'est effectivement un facteur de soutien au S&P 500 en vert, au Bitcoin ici qui est représenté en jaune. Maintenant, là où je suis encore déçu, ce sont sur les données de participation et de volume. Vous avez ici, alors le volume non, vous avez plusieurs informations sous les yeux. En jaune le Bitcoin, ici l'histogramme en dessous c'est le volume et en bleu clair c'est l'open interest, la quantité de contrats à terme créés, contrats futurs, contrats d'options. Alors sur le volume ça pousse, par contre clairement, je sens les institutions, c'est pas que je sens mais je constate que les institutionnels sont fébriles. Ils n'y sont pas, ils ne sont pas au rendez-vous encore. Prenez des exemples passés d'actions des prix où les institutionnels étaient au rendez-vous, il y avait une nette inflexion haussière de l'open interest, la quantité de contrats à terme et contrats futurs créés. Là, non, le prix fait un nouveau plus haut, l'open interest, il ne bouge pas, il est flat, il n'est même pas revenu à son ancien plus haut. Et ça, je vais vous montrer pour ETH tout à l'heure, c'est pareil. Alors, du côté des plateformes centralisées, je veux dire, il y a quand même un net décalage entre la courbe il n'y a quasiment aucun dépôt. Vous avez en vert la courbe des dépôts-retraits au sein des plateformes centralisées majeures, en jaune le BTC, ça reste très plat. Il y a une forme de prudence. Alors, quelle résistance faut-il franchir pour lever les doutes? A priori, ce n'est pas les 25 000 $, parce que ça n'a pas levé les doutes du point de vue de la participation. C'est peut-être le niveau des 28 700, on va voir pourquoi. Alors, maintenant, vous avez sous les yeux le plus gros ETF Bitcoin du monde. Et ici, vous avez la courbe de son Asset Under Management. C'est un peu mieux, c'est un poil mieux. Voilà. Mais en fait, nous sommes revenus au niveau de mi-février. Alors, oui, c'est pas mal. C'est un peu mieux que les données d'Open Interest. C'est pas non plus la folie furieuse. Donc, ça reste un peu mou. Du genou. Alors pourquoi je vous remontre ici la superposition des bougies japonaises en données hebdomadaires du cours du Bitcoin, les taux d'intérêt à 2 ans aux États-Unis, le dollar américain. Vous comprenez donc, mais ça parce qu'on l'a vu 1000 fois, que le rebond du BTC a été lié à la chute des taux et du dollar lié au recours massif du bilan de la Réserve fédérale des États-Unis. Les 25 000 $ ont été franchis, mais voyez, en fait, on bloque sur quoi? Regardez ici. Les 28 700 $, alors qu'ils sont aussi un gap sur le contrat futur Bitcoin, je vais vous montrer, c'est la ligne de coup de l'énorme double top à 70 000 $. Voilà, donc c'est peut-être ce niveau qu'il faudrait franchir pour voir un retour du volume et de la participation. Alors maintenant, là je vous ai montré un peu les choses un peu moins bonnes. Maintenant, où se trouve le positif? Le positif, il est du côté de l'analyse technique du cours du Bitcoin, et c'est tout. C'est là où effectivement c'est propre, c'est beau, ça ressemble beaucoup au premier trimestre 2019. Finalement, c'est là où est le positif. Le négatif, il est sur les alts. Le négatif, il est sur le volume et la participation. Donc vous voyez, l'euphorie serait d'avoir un BTC qui fait des signaux techniques de fou, des alts qui enchaînent, les troupes suivent le général, et un volume qui part en pump. Là, ok, c'est euphorie, tout le monde paye sa bouteille. Mais bon, là, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas.
Donc voilà, alors là, en données hebdomadaires, je vous remontre le cours de Bitcoin cette fois-ci sur une échelle logarithmique où effectivement il y a des points communs avec le premier trimestre 2019. On a dépassé la moyenne mobile à 50 semaines, la 21 semaines, je vous en avais parlé, la structure du RSI, etc. etc. Maintenant voilà, là on voit beaucoup mieux que le niveau sur lequel on tape, 28 700. 28 700, hein, vous voyez, c'était la base même du rebond ici de l'été 2021 et la ligne de coup du double top. Donc voilà, maintenant je dirais que tout l'enjeu, en fait, bon, pour parler clairement, pour- sur le cours du Bitcoin, on peut y croire. Maintenant, il faut que les 25 300 dollars fassent support. Est-ce qu'on peut pullback? C'est possible. Il peut y avoir d'ailleurs un retour. Tester. Démontrer que les 25 300 dollars qui ont été dépassés font maintenant support. Très rapidement, les 28,7 ont été atteints. Je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Alors, là, vous avez le cours du Bitcoin à nouveau en cours de clôture hebdo. Où effectivement, voilà, ça va dans le sens de la comparaison ici avec le premier trimestre 2019. Là, je trouve qu'on voit encore mieux la ligne de coup du double top, mais cette fois-ci, vous la voyez en cours de clôture. C'est-à-dire qu'en mèche basse, elle est à 28 700. En cours de clôture, elle est à 38 100. Voilà. Donc, la structure de la vol reste plutôt bullish, ça c'est propre. Alors, maintenant, toujours sur le cours du BTC, le gap a été comblé. Hein. Je vous montre ici ce fameux gap baissier du 13 juin, comblé. Maintenant, que peut-il se passer? Je veux dire, on peut très bien. Alors, le scénario le plus bullish, c'est de rester dans le gap, la partie basse, la partie haute, les 27,4, les 28,7, faire un range et pousser. On peut tout à fait aussi revenir tester le niveau. Et là, par contre, il n'y a pas le choix. Il faut que 25 000 fasse support et ensuite repartir. Ça reste une possibilité. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que le stop maintenant, l'invalidation de la hausse, c'est 25 000 dollars. On a mis tellement de temps à dépasser ce niveau. S'il s'agit vraiment... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en données hebdomadaires, en données hebdo, on a donc ce qui pourrait être ici une épaule tête-épaule inversée avec une ligne de coup à 25 000 et on a le double top ici avec la ligne de coup à 28. Donc c'est ça qui, voilà, ça va s'affronter, ça va être passionnant, on va regarder ça. Bon, donc voilà, alors là vous notez qu'en journalier on est vraiment enfermé là-dedans. On va voir avec la Fed comment ça se passe, mais ne soyez pas surpris qu'on puisse revenir tester 25. Voilà, bon. Comme je ne sais pas où ça va aller, je vais pas en dire plus. Alors sur ETH, alors j'exagère tout à l'heure en disant qu'il ne s'est rien passé sur ETH, mais ça reste quand même un peu décevant. Oui, on a dépassé une résistance. Oui, le marché a dépassé les 1700 dollars. Moi, écoutez, sur ETH en hebdo, je ne change pas d'avis. Je reste bullish, j'ai envie d'y croire, tant qu'on tient les 1529 dollars. Les 1529 dollars qui correspondent à l'ex-record historique, hein, celui de janvier 2018. Maintenant, en termes d'équivalent par rapport à ce qu'a atteint le cours du BTC, bon, moi j'avais toujours en tête qu'on aille chercher les 2000, voire les 2160 dollars. Je trouve que c'est encore un peu faiblard, mais je dirais que voilà, tant qu'on tient le nouveau premier support, les 1694 dollars sont censés être le premier support. Et si on a une saison des altes, pourquoi pas aller chercher les 2030, mais c'est faiblard, je trouve. Je vous montre les données de participation d'ETH. Là, je suis bien sur ETH. Crypto, Futures, ETH, Open Interest et volume. Il n'y a personne dans l'Open Interest. Il ne se passe rien. Il y a du volume, mais il n'y a pas... Les institutionnels ne sont pas, je trouve, au rendez-vous. Dans leur majorité. Le baromètre de l'Open Interest, c'est le baromètre de la finance institutionnelle au sens large, et pas uniquement ce que fait Binance sur le marché crypto. Donc là, je suis aussi, je reste sur ma faim. Ouais, puis je reste sur ma faim. D'ailleurs, le Binance Coin, lui aussi, il a un peu poussé, mais techniquement parlant, il n'y a pas de conséquences. Le trading range, 255 dollars, 340, hein, je l'élargis volontairement parce qu'en dessous, on a fait des pièges baissiers, au-dessus des pièges haussiers. On n'en est pas sorti par l'eau. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le Binance Coin rencontre cette énorme résistance. Elle n'a pas sauté non plus. Mais ça, si ça saute, si Binance fait sauter ce verrou, c'est vraiment qu'on entre en alt season.
et dans ces cas-là que la dominance Bitcoin reculera. Mais voilà, c'est là où je reste un peu sur ma faim. Et un autre exemple, on va regarder APT USD, le token APT. Alors lui, là, il est vraiment sur un gros niveau. Ça a intérêt à tenir, hein, sinon ça va être chaud. Alors en hebdo, très bien, la poussée, on a fait le pullback à 9,80. Je suis en lock partout, impeccable. Maintenant, regardez un peu sur quoi on est en journalier. Il y a plein de choses. Alors déjà, vous avez cette ligne de tendance. 1 point, 2 points, j'existe, je prolonge, je suis toujours en lock, c'est propre. Voilà, donc celle-là aussi très bien. Et j'ajoute les enseignements du système Ishimoku. Regardez un peu le cluster de fous furieux. C'est-à-dire que le point actuel qui est en fait la zone des 11,55, 11,80 $, c'est cette ligne de tendance, c'est aussi celle-ci, c'est la SSB du système Ishimoku. On voit que la lag n'est pas... Bref, si l'on veut encore croire à une capacité du jeton APT à pousser encore, il ne faut pas repasser sous les 11,50. Donc, voilà, alors je dirais que là, entre 11,50 et MM50, on est enfermé. Est-ce qu'on peut revenir tester une seconde fois 9,80? C'est possible, mais bon, sur le moyen terme, c'est le garant. 9,80. Sur le court terme, c'est 11,50. Ensuite, la suite, on verra. Voilà, mes amis. Oh là là, ça fait 26 minutes, ça fait longtemps. Voilà, c'était un peu le point global que je voulais vous faire sur tous ces sujets. Maintenant, on va voir avec la fête ce mercredi. Mais voilà, pour résumer, c'est pas dégueu sur l'analyse technique du Bitcoin. C'est franchement mou du genou sur le volume et la participation. Et c'est archi décevant du côté des alts. La suite avec la Fed. Merci à tous.